remise des attestations de participation et le discours de la présidente Nima, juste après le passage des finalistes, l'intervention de quelques membres du CJOS, ceux qui veulent également prendre la parole, la délibération des résultats et remise du trophée. Remerciements de nos partenaires et photos de famille, c'est très important. Photos de famille. Photos de famille, c'est important. Sans pour autant tarder, nous allons commencer avec l'ouverture qui sera accompagnée de l'hymne national du Sénégal. Je vous prie, s'il vous plaît, je nous prie de nous mettre debout afin de commencer avec l'hymne national. Nous rappelons également qu'Hassane Faye est l'un des membres du CJOS et qui ne cesse de faire un gros travail derrière. Et le monsieur mérite vraiment des tonnerres d'acclamation. Monsieur Hassane, à vous. Auguste Assemblée, honorables invités, membres du jury, chers finalistes, chers invités, je me nomme Hassane Faye, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et au service des relations publiques. Je suis membre du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal et j'ai accepté avec gaieté de cœur le sobriquet de doyen par l'âge, puisqu'étant le plus âgé peut-être, ou un des plus âgés, mais aussi un des peut-être des plus disponibles. Et je l'ai accepté avec fierté parce que j'ai devant moi, et avec moi, des jeunes qui aiment la parole, des jeunes qui veulent s'améliorer et des jeunes qui croient à la parole, des jeunes qu'on peut accompagner, des jeunes qu'on peut orienter, des jeunes qu'on peut aider à atteindre leurs objectifs. J'en profite également pour remercier le parrain, M. Samuel Faye, qui, grâce à lui, cette finale va exister, ou bien cette finale sera belle. M. Samuel Faye, un coach, également à qui je remercie de passage, parce que j'ai eu également la chance de faire une formation qu'il a pilotée. Quand j'ai su que c'était lui le parrain, j'avais dit à Nima, je viendrai. Étant marié et madame au village à Diofior, sacrifier au week-end, c'est pas facile. Mais je crois qu'il faut souvent prendre un peu du temps accordé à la famille pour au moins le donner aux jeunes. Ce qui a fait que ce week-end, je suis resté à Dakar. Mais tous les week-ends, je pars à Diofior pour au moins donner un peu de temps à la famille. Je remercie M. Samuel Faye, également je remercie les représentants, s'ils sont déjà là. Je remercie également Nima, la présidente. Nima mérite des applaudissements. Cette journée a pu être réalisée grâce à Nima, c'est-à-dire avec sa détermination. Nima a cru à ses compétences, Nima a cru que la journée va exister et ça peut être réalisé. Au début, j'avais des doutes parce que vraiment on ne sentait pas une motivation chez les membres du CJO. Mais quand Nima est là, on a vraiment le courage de l'aider et de l'accompagner. Et je félicite également les finalistes, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de parler en public. Nous avons eu la chance de faire beaucoup de formations en prise de parole en public. Mais faisant toutes les formations, ça ne peut pas dire qu'on est à l'aise pour bien communiquer. On peut avoir les astuces, ce qui est important. On peut lutter contre le trac de la prise de parole, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. L'apprentissage continu et le perfectionnement continu. Nous apprenons la parole, nous la pratiquons, mais je sais que nous avons toujours des lacunes, mais nous voulons
parfaire, c'est l'acquis. Chers jeunes, on peut avoir des compétences dans son domaine. On peut être bon ingénieur, on peut être bon mathématicien, mais si on n'arrive pas à pouvoir véhiculer ou à pouvoir extérioriser son savoir, c'est parce que la compétence reste. Donc, il va falloir puisse communiquer bien, extérioriser ses connaissances, son savoir-faire, pour que celui qui vous suit vous comprenne, pour que votre message puisse passer. Donc, la bonne communication, elle est importante. Hier, un gars m'a dit au Sénégal, les gens aiment trop parler et que nous avons que de beaux parleurs. Bon, je ne l'ai pas répondu. J'ai souri, j'ai rien dit, mais j'ai pensé à un directeur de la place qui est allé même aller à l'étranger pour apprendre la communication. La communication n'est pas facile. Et rien ne s'obtient gratuitement et tout s'apprend. Et pour bien parler en public, il faut l'apprendre. La communication ou la prise de parole en public s'apprend, ça s'acquiert. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Chers membres, augustes assemblée, je m'en vais terminer mon discours en renouvelant mes remerciements à notre parrain, M. Samuel Sarr. Ce n'est pas facile d'être parrain d'une activité de jeunesse. Et ce n'est pas facile également de vraiment s'engager à respecter ses engagements, pour ne pas me répéter, avec cette vie qui est très chère. Mais M. Samuel Faye a su vraiment accompagner le cercle pour que cette journée puisse être. Je remercie également Nima, qui est toujours là, vraiment, qui accompagne et qui continue à accompagner. Je l'avais dit, Nima, je crois que je suis devenu vieux, que je dois laisser le séjour. Il m'a dit non, vous devez rester. Vous devez rester par l'expérience, mais également du fait que je sois peut-être à l'université, à la bibliothèque centrale, et je peux les être utiles. Il m'a dit que vous pouvez être toujours utile et que vous nous serez toujours utile. Donc, continuez avec nous, on aura besoin de vous. Et puisque je ne peux rien lui reprocher, je ne peux rien lui refuser plutôt, je crois que j'ai accepté avec bonheur et honneur. Je remercie le modérateur, vraiment pour votre engagement, et notre secrétaire général qui est toujours présente. Maïmouna, elle est là. Maïmouna, merci. Et je remercie tout le monde. Merci, monsieur le modérateur. D'intégrer, il y a justement cette branche art oratoire. Ce qui fait que depuis 2 ans, je suis coach certifié en art oratoire et j'accompagne des dirigeants, des hommes politiques, des artistes en Afrique, aux États-Unis, au Japon et ici évidemment au Sénégal. Donc je suis dans l'accompagnement. L'art oratoire est devenu une passion, un sacerdoce, un mode de vie parce que c'est un outil transformateur. Et derrière la pratique de l'art oratoire, il s'agit en réalité de prendre sa vie en main. Quand vous prenez la parole, c'est votre vie entière que vous prenez en main. Et à ce niveau-là, si vous continuez dans des cadres comme celui-ci, et c'est l'occasion justement de remercier Nima, le CJOS, c'est dans des cadres comme ça que nous nous révélons et que nous révélons au public. Et c'est dans des cadres comme ça que nous grandissons et que nous semons justement les graines de cette transformation de l'Afrique que nos arrière-grands-pères ont enchanté, mais dont il est notre devoir de le réaliser à travers, encore une fois, le leadership. Je vous remercie pour votre attention et souhaite une très bonne chance à nos champions ici présents pour leur courage et leur détermination. Merci. Merci. Ça, juste à ce que je prenne conscience qu'en réalité, dans chaque réunion, je dois placer mon bout. Je ne dois pas continuer à subir. J'ai des rêves, j'ai des ambitions. Et si déjà à la maison, j'ai du mal à m'exprimer, comment je ferai pour m'exprimer au bureau? Pour partager mon point de vue. Pour partager avec les uns et les autres mon ambition. Et là, cette petite rébellion est née en moi. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à prendre la parole. J'ai lu un livre qu'on appelle Comment vaincre la timidité. Je n'ai pas terminé le livre, je l'avoue. J'étais en classe de 3e.
J'ai lu juste une partie et déjà j'ai compris que je dois sortir de cette zone de confort dans laquelle j'étais et aller au contact des autres. En 2006, j'ai découvert la Jeune Chambre Internationale, une organisation qui existe dans plus de 130 pays et une organisation qui m'a donné les outils nécessaires pour apprendre à diriger, apprendre à prendre la parole en public, apprendre à former, etc. Je suis devenue alors formatrice à la Jeune Chambre Internationale. Une organisation dans laquelle on vous donne la possibilité d'apprendre, on vous donne la possibilité de prendre la parole. Et j'ai eu le plaisir déjà de rencontrer Coach Moussa lors d'une de ses formations à la Jeune Chambre. Le CNAO, Concours National d'Art Oratoire, est organisé par une organisation de la Jeune Chambre Internationale, Dakar numéro 1. Donc vous aviez l'opportunité d'apprendre, d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir communiquer avec vos semblables. Chers finalistes, je voudrais vraiment vous souhaiter du courage, vous féliciter pour ce pas, parce que ce n'est pas gagné d'avance. Tous, autant que nous sommes, nous avons le trac quand nous prenons la parole. Nous avons ce stress. On se dit, est-ce qu'on va bien faire? Est-ce qu'on pourra délivrer notre message? Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris votre courage à deux mains pour venir devant ce public et délivrer votre message. Je voudrais vous dire félicitations et beaucoup de courage pour la suite. À vous, chers invités, je voudrais vous inviter à intégrer cette association qui, non seulement organise, c'est vrai que c'est sa première édition et je souhaite vraiment une longue vie à ce creuset de jeunes. Je voudrais vous inviter à quitter votre zone de confort. Tout à l'heure, le modérateur insistait pour que deux personnes prennent la parole, viennent ici, mais personne ne voulait, tout le monde était réticent. C'est normal. Non pas parce que vous n'aviez pas les armes ou les outils, mais parce que vous vous dites, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne vais pas rater mon passage? N'ayez pas honte de poser le premier pas. Quand vous faites le premier pas, je suis sûre, parce que j'ai été timide, peut-être je le suis encore, mais aujourd'hui, j'interviens au CRIALE en tant que coach post-training. Je fais la maîtrise de cérémonie. Je suis dans la gestion du protocole d'une activité ou d'une cérémonie. Je donne des cours. Je suis dans le développement personnel. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Merci. Merci, merci beaucoup. D'abord au parrain de cette journée, M. Samuel Faye, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette activité pour d'abord de représenter parce qu'il est indisponible, mais aussi l'honneur qu'on m'a fait de faire partie de ce jury pour donner les notes à cette équipe de finalistes à qui nous souhaitons très bonne chance à tout le monde. Je suis Boubacar Diagne, je suis agent Baobab Plus, une entreprise spécialisée dans le crédit, dans l'énergie et le digital, comme superviseur digital et responsable du recouvrement. Je suis très honoré d'être là parce que je suis un coach en herbe, un coach quand même, parce que quand on passe par les mains de M. Samuel Faye, on est certain qu'on peut faire une très bonne trajectoire, tellement sa façon de donner des cours et de se mettre à disposition de ses étudiants est phénoménale. Ce que je retiens des coachs qui m'ont précédé, c'est des mots-clés dans la prise de parole en public. La peur. On en a parlé. En général, quand on définit la peur, je sais pas, quand on parle de la peur, c'est quand on est en face d'un lion de façon terre à terre, on a peur qu'il nous dévore. En face d'un chien méchant, on a peur qu'il nous morde, qu'il nous fasse mal. En face d'un agresseur avec une coupe, qu'il nous fasse mal aussi. Mais quand on est en face d'un public, avec des gens, en principe, déterminés à nous écouter avec aucune hostilité, si on a peur, c'est parce que la peur vient de nous. C'est nous-mêmes qui emmagasinons la peur. Pour essayer de la vaincre, il est important. Naturellement, on peut comprendre qu'on ait peur, hein, il a dit. Parce qu'on a peur de ne pas bien transmettre le message. On a peur de ne pas être à la hauteur pour distiller le discours qu'on a à faire devant le public. Mais il faut savoir la vaincre. Vous savez, moi, je dis que une peur, soit on la vainc ou elle nous vainc. C'est très simple, c'est clair. Il faut donc aller dans le sens de rechercher ce que les Américains et les Anglais disent self-confidence.
La confiance en soi, elle est hyper importante. Un jour, je me suis amusé à faire une présentation, Luz en a rigolé la dernière fois, pour leur dire que moi, j'ai une voix, naturellement, comme tout le monde. Est-ce que vous avez de la voix dans la salle? Oui. Très bien. Donc il y a que 3 personnes qui ont une voix dans la salle, le reste n'a pas de voix. Moi, je dis que j'ai une voix, j'ai une belle voix. En plus, j'ai une très belle voix. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la certitude. Mais adossé à un travail que je fais sur moi-même. Quand on nous dit qu'on est que se battre, c'est quand on chante, qu'on reprend un air de Youssou N'Dour, par exemple, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes Youssou N'Dour. En nous entendant parler, nous avons l'impression que c'est nous-mêmes qui chantons. Je raconte une anecdote. La dernière fois, j'ai pris un bus. Un monsieur avait des écouteurs et il chantait Mbeuguel de Titi. Alors, vous avez l'impression que c'est vous qui chantez ce que Titi dit. Dans le bus, c'était une catastrophe. Mais lui, il était super nickel, bien dans sa peau, il chantait bien. Parce que quelque part, les Américains disent, if you want to be someone, you fake it until you make it. On voit dans fake que c'est quelque chose qui n'est pas... Les fake news, c'est fake pour le moment. Mais vous y allez de vous-même, vous vous entraînez à développer, à vaincre cette peur jusqu'à until you make it. Et c'est ce que nous voudrons apporter à cette jeunesse qui tend à aller vers cette très belle mission de prise de parole en public. Pour vous dire que le plus important, moi je parle à tous les murs de chez moi, le miroir, dans les toilettes, sous le drap, je me parle tout le temps, parce que ça me permet de prendre des raccourcis, ça me permet de vaincre cette peur, ça me permet de pouvoir être en mesure de prendre un micro, de parler devant une centaine de personnes et de bénéficier, de mériter leurs applaudissements. Et pour ce faire, il faut continuer à s'exercer et vous dire que vous pouvez le faire. Si personne ne peut le faire autour de vous, vous-même pouvez le faire. Je vais vous priver de chanter. J'ai une très belle voix, mais bon, je ne le ferai pas aujourd'hui parce qu'on a juste 3 minutes pour nous présenter. On ne peut pas prendre la parole jusqu'à au-delà de 18h. Nous vous remercions de nous faire l'honneur d'être là avec vous. Mais nous sommes vraiment très contents parce que nous savons qu'au sortir de cette salle, nous allons beaucoup apprendre de cet illustre public. Bonne chance à nos très chers journalistes. Merci beaucoup. On vous a averti que chaque personne aura 6 minutes maximum. Au-delà des 6 minutes, c'est éliminatoire. Donc c'est 6 minutes maximum et minimum 3 minutes, c'est-à-dire la moitié, c'est minimum. Pour les notations, vous serez évalué sur le volume, le débit, la nuance, l'intonation, l'articulation. Quand vous parlez, on doit être en mesure de savoir ce dont vous êtes en train de parler. Il ne faut pas demander à l'auditoire de faire beaucoup d'efforts pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Le regard. Nous sommes dans la prise de parole en public. Je ne vais pas rester là jusqu'à la fin de mon discours. La gestuelle, c'est noté également. Le déplacement. Vous voyez tout l'espace là, ça vous appartient. Tout ceci, c'est pour vous. D'accord? Donc le déplacement également est noté. La posture. Très gauche. Très ami. Je me nomme Mylène. Et ce soir, je suis là pour vous parler de mes. La posture est notée. OK? Votre posture est notée. La documentation. Vous aviez une thématique. Les recherches que vous avez faites, les statistiques, tout ça doit ressortir dans votre argumentaire. Le vocabulaire, la grammaire, la cohérence des idées, une introduction, un développement, c'est-à-dire un corps du devoir et une conclusion. La pertinence du discours. D'accord? Tout ça est noté. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Ou on se tait à jamais. C'est bon? Questions? Préoccupations? Tout est clair? Tout est clair. On s'entend sur les règles du jeu. Dès le début. C'est bon?
si on peut le faire ou pas. Alors, chers amis, bon, nous allons poursuivre avec le programme. Ici, nous allons entamer la phase, enfin, je ne dirais pas la plus importante, mais la phase qui fait vraiment peur. Moi, en tout cas, je n'ai pas peur, mais je sais que la peur est quelque part ici. Peut-être à ma gauche, à ma droite, je ne sais pas. Maintenant, vous allez laisser la peur vous dévorer ou vous allez dévorer la peur? À vous de choisir. Messieurs, les membres du jury, je vais vous passer le micro. Ah, plutôt, je vais passer le micro aux candidats. Mais avant, je rappelle d'abord les candidats. Nous avons Mamadou Moustapha Diallo. Vous levez la main, s'il vous plaît. Mamadou Moustapha Ba. Nous avons Kardatou Dem. Serine Moustapha Diouf. Malik Suleiman Kouyaté. Ah, ça se voit que Malik est venu avec un public, hein? Malik, c'est tout ton quartier ou quoi? Après Malik, nous avons Abdoulaye Niang. Et nous avons Alassane Cham. Enfin, cher Cham. Comme le disait tantôt M. Becker, que le meilleur gagne. C'est celui qui donne sens à sa parole. Ses représentants, ses jurys, ses élèves de l'art oratoire des gladiateurs en costade, ses invités, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je me nomme Mohamedou Moussa Faba, dans un cadre administratif bien évidemment. Mais on est au Sénégal, où l'attitude devient une habitude. Ibrahim est appelé Khalil, Ousmane est appelé Ouz, raison pour laquelle on m'appelle Nabi. Mais Nabi, le aussi légendaire. Par ma personne, je garde toujours le sourire. Aujourd'hui, on est là pour parler, pas de ma personne, mais pour parler de choses dont depuis 2009, toute mesure pure reste inefficace. L'eau. Incolore, inodore et sans saveur, source de vie. Mais qu'en est-il s'il devient une néfaste aux populations? La question se pose. La gestion du prix au Sénégal est-il un jeu face aux enjeux? La routine, chaque année, chaque période, de 2009 à 2023, ça fait exactement 14 longues années que notre chère population subisse ces conséquences. L'inondation, perte de vie, population dans le sombre. Je me rappelle de ces nuits du 14 septembre 2022. Ce monsieur voulant sauver 15 kilos de riz pour pouvoir donner à sa famille, s'est succombé dans l'eau. Juste parce que l'État n'a pas pu mettre en place des mesures efficaces et définitives pour cette gestion. À chaque année, on nous parle de mesures. Mais si on est en État, vous nous dites des mesures toujours prises, mais jamais appliquées. On se contente des machines de pompage et à la place des assainissements définitifs. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que cette population dise non. On n'est pas dans l'air de jeu. Si des vies sont en péril, si les populations entrent de sombre dans la peur, il est temps qu'on prenne en compte que maintenant, l'État doit prendre des mesures directes et définitives. Pourquoi ne pas se contenter de faire des assainissements, d'éradiquer cette eau de manière définitive, de créer des bâtons de rétention, de drainage de manière définitive? Mais à chaque fois, on nous parle des machines de pompage, des données de 150 machines à Kermassar, dont je réside. Aujourd'hui, ça me fait peur. Et j'ai l'air larmes au cœur. Il m'a fallu
2 heures de temps pour accéder ici, parce qu'il y a l'eau. Et si je vous dis que l'eau inonde devant la mairie de notre population. Donc, je pense que à cette question, que l'État ne prend pas au sérieux, et je le répète, ne prend pas au sérieux ces pluies diluviennes au Sénégal, tout en pensant que c'est un jeu. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu quand des pères de famille perdent leur vie pour sauver leur famille. Donc je vous dis, cher public, chers jurys, chers parrains, chers élèves de l'art oratoire, ce que j'ai à dire a été dit. Est-ce que ça a été bien dit ou pas? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est ce que j'avais à dire. C'était Nabi, le monsieur légendaire. Dans une région où les pluies diluviennes peuvent frapper à tout moment, en mettant en péril nos maisons et la vie des habitants. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour discuter d'un sujet qui nous concerne tous, les pluies diluviennes au Sénégal et les défis qu'elles posent. Ces précipitations intenses, bien que nécessaires pour la vie, peuvent se transformer en un véritable défi pour nos communautés. Il est essentiel de nous demander si nous prenons réellement ces enjeux au sérieux. Trop souvent, nous sommes tentés de considérer ces pluies comme un simple jeu. Une occasion pour nous de sortir les bâtons en plastique et de se divertir dans les eaux de pluie. Mais derrière cette apparente légèreté se cachent des réalités bien plus sombres. Imaginez-vous, lors de ces journées où le ciel se couvre de nuages sombres, les gouttes de pluie commencent à tomber, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Les rues se transforment en rivières tumultueuses et les maisons sont submergées. Les vies sont mises en danger. Les conséquences de ces averses torrentielles sont bien réelles et elles ne doivent être ignorées. De plus, les inondations causées par ces pluies diluviennes ont des conséquences désastreuses sur notre économie, notre santé et notre bien-être. Les infrastructures sont endommagées, les récoltes sont détruites et les maladies se propagent rapidement. Les plus vulnérables parmi nous, tels que les enfants et les personnes âgées, sont les plus touchés. Pourtant, nous ne devons pas perdre espoir. L'histoire de notre cher pays nous montre que nous sommes capables de faire face à ces défis avec courage et ingéniosité. Prenons l'exemple de la ville de Saint-Louis, située sur les rives du fleuve Sénégal. En raison de son emplacement, la ville est souvent sujette aux inondations lors des fortes pluies. Les habitants de cette communauté ont su développer des techniques de construction spéciales pour s'adapter à ces conditions extrêmes. Les maisons sur pilotis érigées avec des matériaux résistants à l'eau sont devenues le symbole de résilience de cette communauté. Cependant, il est essentiel de reconnaître que ces défis dépassent les capacités individuelles. Nous devons travailler ensemble en tant que société pour mettre en place des mesures de prévention et de gestion des risques. Cela implique la construction de systèmes de drainage adéquats. Merci beaucoup. Au Sénégal, en octobre 2005, l'année suivante a été marquée par des inondations. Et 18 ans plus tard, nous voilà encore à traiter le même sujet. Messieurs, dames, honorable mon bichot, bonsoir. C'était dans la nuit du 22 au 23 août 2021. Alors qu'emporté par la profondeur du sommeil, le frère d'Ibrahim a été réveillé par un hurlement plein de panique, suscitant un sentiment total de panique, venant de leur mère, criant au secours. « À l'aide !» disait-elle. Tout bonnement dans l'obscurité le plus saillant, son réveil fut brusque, le frère d'Ibrahim. En posant le premier pas, il a eu l'impression d'avoir imbibé ses pieds dans une bassine pleine d'eau glaciale, envahissant presque la hauteur du genou. En plus du tonnerre et des éclairs qui retentissaient à tour de rôle, comme un baffle à moins d'un mètre et d'un projecteur en flash, l'on pouvait entendre l'entrechoc entre l'eau et la tension électrique, tel un papier cartonné, déchiré, déchiqueté avec brutalité. Mon Dieu, ce fut la poltronnerie, la peur de sa vie. Et cherchant obstinément et désespérément le petit Ibrahim, son frère l'a retrouvé. Il est occupé flottant sur cet océan d'eau triviale, sans moindre signe de vie. Encore une des innombrables victimes depuis diluviennes. Et je me rappelle qu'au journal de 7 heures,
la presse écrite et la radio diffusaient l'information gouvernementale, le déclenchement du plan sec qui n'a jamais rien mis à sec. Au Sénégal, la gestion des pluies diluviennes devient-elle un jeu face aux enjeux? Voilà l'interrogation qui nous interpelle aujourd'hui. D'après le Larousse, la gestion renvoie à une action légère et d'administrer pour les cantons. Et les pluies diluviennes renvoient un déluge, des eaux submersibles, inondables. Le 19 septembre 2012, lors d'un conseil présidentiel, souvenez-vous, l'État du Sénégal avait établi un plan décennal de lutte contre les inondations, dont le budget avait été évalué à plus de 766 milliards de francs CFA. 9 ans plus tard, plus de 511 milliards de francs CFA ont été dépensés dans ce cadre. C'est ainsi un article de journal, Le Monde d'Afrique, 6 septembre 2021. Messieurs, dames, qu'y a-t-il de plus frustrant que de voir la presse internationale se poser les mêmes interrogations que celles des Sénégalais eux-mêmes? Inondations au Sénégal, où sont passés les financements? Titré en CBC du 8 septembre 2021. Cela fait déjà 3 mois que la Banque mondiale a approuvé un financement d'un montant de 135 millions de dollars destiné à soutenir le Sénégal pour réduire les risques d'inondation dans les zones périurbaines selon le communiqué de presse de la Banque mondiale, publié, tenez-vous bien, le 29 juin 2023. Le saviez-vous? Cela vous paraît-il logique d'investir de telles sommes et de voir le Sénégal à ce stade de régression en matière de gestion des inondations? Pas impressionnant, me dira-t-on, dans un pays où la Cour des comptes épingle sans cesse l'exécutif. Je vous suggère d'aller saluer le formidable rapport de synthèse sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, rapport définitif d'avril 2021 de la Cour des comptes, qui, des pages 7 à 13, vous saurez que les annonces de ces milliards invisibles et imprévisibles ne sont que jeux face aux enjeux véritables. Car la Cour pointe une gestion non sincère et inefficace des pluies diluviennes, tel un désenchantement des enjeux, voyons. Encore combien de fois faut-il que le pays sombre au feu des dégâts matériels, humains et surtout financiers? Rien qu'en septembre 2020, 7 morts selon le bilan établi par OCHA, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires pour l'Afrique de l'Ouest et du centre basé ici à Dakar. Vous l'ignorez. Auguste Hémicycle, honorablement du jour. Et si je vous disais que le frère d'Ibrahim n'est autre que moi, vous l'aurez su? Oui, ce frère d'Ibrahim, c'est moi. Cette famille Diouf arrivée au Sénégal en octobre 2005 est la mienne. Aucune fausse promesse, ni programme, ni projet ne parviendra à faire revenir mon frère Ibrahim. 5 ans seulement, parti à jamais. Et ensemble. Dire qu'on aurait pu éviter ce drame juste avec une bonne gestion des pluies diluviennes. Emerson écrivait à son meilleur ami Taureau, dans l'essai intitulé Emerson Taureau, en ces termes, je cite, « Rien n'est autant à craindre que la crainte elle-même. » Alors dites-moi, nos dirigeants qu'ont-ils à craindre réellement? L'argent, en milliards, ou Dieu? Pour autant, je reste optimiste qu'un jour, cette mauvaise gestion des pluies diluviennes ne sera qu'un mauvais souvenir, un vieux souvenir. Que la paix soit avec vous et en vous. Je vous remercie.